Bonjour. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, الحكيمة. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Ils n'entendent pas, hein? Le son est très faible, Bonjour. docteur. Bonjour. Le micro est fermé. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez là? Oui, docteur. Oui, c'est mieux. Oui, Hakim. On va commencer là. Hakim, on vous entend. Oui. Non, le son est loin. Au maximum. Le son est un peu maximum. Non, 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 non. Moi, j'ai rien entendu. Le son est faible. Donc, le son est faible. Hein. Bonjour. Est-ce que vous êtes Bonjour, là? docteur. Oui, docteur. Oui, Hakim. Bonjour. Non, non, ils me répondent. Là, là, là. Ils devaient... Non, non, non. البارح, ils me répondent, ils me disent Hakima, veuillez rajouter. البارح ما بتاع صغيريه هيما وكيف راح نعمل معاهم لا كونفرساسيون نعملها باغ écrit. On vous entend, الحكيمة. On vous entend, Hakima. Non. Bonjour. Bonjour, الحكيمة, on vous entend. On vous entend. Voilà. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, الحكيمة. لا سيسيون تاع اليوم خربت خلاص. هي اللي ديك الصباح اللي voilà. Donc là, on va commencer même si... Oui, d'accord. On est en train de vous entendre. D'accord, ok. Merci beaucoup. D'accord. Il est partagé l'écran. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de la responsabilité professionnelle, médicale, source
d'indemnisation. Pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit hier, la responsabilité médicale, on avait dit qu'il y avait deux types, celle qui est source de sanctions, à savoir la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire ou ordinale. Et nous avons la deuxième partie, c'est la responsabilité qui est source d'indemnisation. C'est l'ordre de cette intervention d'aujourd'hui. Il faut savoir une chose, que la responsabilité médicale source d'indemnisation, donc on va parler de la responsabilité civile contractuelle, on va parler de la responsabilité civile délictuelle et on va parler un peu de la responsabilité administrative qui est également une source d'indemnisation. Il faut savoir une chose, qu'avec l'évolution des sociétés, de la médecine, et notre société, elle est de plus en plus, il y a ce qu'on appelle la matérialisation de nos sociétés. Actuellement, on parle, la relation médecin-malade, elle est assimilée à une relation client ou consommateur de soins. Donc, le malade est considéré comme un client ou consommateur de soins. Et du coup, la relation entre médecin-malade, elle est considérée, elle est assimilée à un consommateur. Le malade est considéré maintenant comme un consommateur et qui demande des prestations de services, à savoir des prestations de soins. Avec cette évolution, comme je l'ai dit, de la société et de la médecine, là, on n'a plus laissé de place à l'accident médical ou à l'incident médical. Et même un préjudice minime est prétexte à réparation. Donc, même s'il y a un petit préjudice, même minime, le malade se considère comme la victime et il demande indemnisation, réparation. D'une et de deux, on est en train de constater que les accidents médicaux sont de plus en plus médiatisés. Donc, pour revenir un peu à la définition, si on veut, de la responsabilité civile, c'est une responsabilité où il y a obligation de réparer le dommage, on parle de dommage ou de préjudice qu'on a causé à autrui. Ça, c'est d'une façon générale la responsabilité civile, indépendamment de la responsabilité qui est spécifique médicale, qui est en rapport avec les soins médicaux. En matière de responsabilité civile, la relation médecin-malade ont été analysées et on a constaté qu'il y a un contrat de soins qui lie le malade à son médecin. Ce contrat entraîne des obligations réciproques. L'obligation pour le médecin, non pas de guérir son malade, mais de lui donner des soins non quelconques, mais réserve faite de circonstances exceptionnelles. C'est des soins qui sont conformes aux données acquises de la science. Également, le malade s'engage également envers son médecin traitant, exemple à respecter les heures de visite, la prescription, les doses thérapeutiques, etc., etc. Donc, ces deux partenaires, ils ont des obligations réciproques. Il faut savoir que
la responsabilité professionnelle civile repose sur des principes et des textes de loi. Parmi ces textes-là, il y a des principes qui sont ce qu'on appelle des principes internationaux. Parmi ces principes internationaux, on a cité la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Parmi ces principes internationaux, on a cité la Convention d'Oviedo qui précise dans son article 5 que l'intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée ait donné un consentement libre et éclairé. Un consentement libre et éclairé veut dire que le malade, on lui laisse le choix de choisir de se faire soigner, de se faire traiter ou bien de refuser carrément les soins. Auparavant, cette personne doit recevoir préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi qu'à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut à tout moment et librement retirer son consentement. Également, on a des principes qui sont affirmés dans le code de déontologie. Vous avez l'article 6, l'article 42, l'article 43. Donc, l'ensemble de ces articles-là nous renseignent, ils nous informent que le médecin, il est au service de l'individu, de la santé publique, il doit respecter la volonté du patient et on doit rechercher son consentement à chaque étape du contrat de soins. Également, on a des principes affirmés dans la loi de santé, articles 23 et 24 également. Vous avez des principes affirmés dans le code civil, l'article 124. L'article 124 et j'y reviendrai tout à l'heure sur cet article-là pour un peu décortiquer le type de responsabilité civile. Donc, l'article 124 qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, chaque fois qu'on commet un dommage à une personne, on a l'obligation de le réparer. Il faut savoir que l'action en responsabilité appartient à la victime du dommage. Donc, c'est à la victime du dommage, c'est à la victime d'apporter la preuve du dommage, à savoir qu'il y a une faute médicale, qu'il y a un dommage ou un préjudice et qu'il y ait un lien de causalité entre les deux. D'accord. Une personne peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage provient d'un cas de force majeure ou du fait même de la victime ou d'un tiers. Parfois, il y a un dommage, mais ce dommage n'est pas en rapport avec un acte médical mal exécuté ou une mauvaise prise en charge ou de la négligence. Donc, pour ce qui est de la responsabilité médicale, on va parler un peu du contrat médical. Ce contrat, on avait dit qu'il lie le médecin, c'est-à-dire un consommateur de soins et un prestataire de services. Donc, il y a un contrat qui… Donc, cette convention,
ce contrat, il est défini par l'article 54 du Code civil. Donc là, ils sont liés par des obligations qui sont réciproques. D'accord? C'est-à-dire, l'un s'engage à soigner et l'autre à respecter, comme je l'ai dit, les heures de visite, à respecter la prescription et également à payer les honoraires du médecin. En ce qui concerne les conditions de formation du contrat, d'accord? La loi veille, est-ce que ce contrat, quand il est établi entre consommateurs et prestataires de services, il répond à des critères. Parmi ces critères-là, on a validé 4 conditions. On parle de le consentement de la partie qui s'oblige. Le consentement de la partie qui s'oblige. Et dans cette situation-là, la loi protège le malade. Pourquoi? Elle protège le malade parce que là, ils nous disent qu'il faut obtenir le consentement libre et éclairé du patient. D'accord. Pour ce qui est de la capacité de contracter, on suppose que le médecin ou le prestataire de soins remplissent les conditions acquises d'exercice de la profession. Par exemple, un radiologue, il faut qu'il soit diplômé d'un diplôme de spécialiste en radiologie pour qu'il puisse faire des examens, des explorations radiologiques. Donc, la loi ne s'inquiète pas pour ce qui est du prestataire. La loi, par contre, elle protège le consommateur, c'est-à-dire le malade. Le malade, là, on doit protéger le malade et on exige que pour qu'il puisse contracter avec le malade, il faut qu'il soit capable. C'est-à-dire, il est dans une position qui lui permet d'accepter le contrat de soins. Il y a des exceptions où le médecin doit en tenir compte lorsqu'il s'agit d'un sujet mineur, d'un enfant, ou lorsque le sujet est en état de démence, ce qu'on appelle les incapables majeurs, c'est des personnes qui sont incapables d'émettre un consentement valable ou valide. Donc, ces personnes-là, ces personnes-là qu'on considère vulnérables, qui sont protégées par la loi. Et d'ailleurs, on verra après comment on va contracter avec ces personnes-là. Troisième point, l'objet du contrat doit être certain. Ça veut dire que l'objet du contrat, la cause du contrat médical doit être légalement licite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse le médecin à prendre en charge un malade ou qu'est-ce qui pousse un malade à se demander des prestations de soins? Parce qu'il y a un état pathologique, il y a une maladie, il y a des explorations à faire. D'accord, il faut que l'objet certain qui forme la matière de l'engagement. Quatrième point, la cause licite dans l'obligation. Ça veut dire, moralement, le contrat, il est justifiable, licite et légitime. Donc, ce qui relie le prestataire et le consommateur, l'objet de ce contrat-là, il est moralement justifiable, licite et légitime. Donc ça, ce sont des conditions prévues par le Code civil.
Autre point, on va parler de l'information dans la responsabilité médicale, l'information au consentement. L'information est un élément essentiel dans la relation de confiance réciproque entre médecin et son patient. Bien sûr, cette information, elle est délivrée par le professionnel de santé au patient. Elle est destinée à éclairer, le patient sur son état de santé, lui des explications, et lui permettre, si nécessaire, de prendre en connaissance de cause des décisions concernant sa santé. Je n'ai pas le droit de le priver de certaines informations le concernant, juste pour qu'il puisse s'associer à la démarche diagnostique ou thérapeutique. Non, il a le droit d'être informé. Cette information permet notamment aux patients d'accepter ou de refuser les actes à visée préventive, diagnostique, thérapeutique qui lui sont proposés. Cette information médicale, elle répond à des critères, à des qualités. Comment elle doit être cette information? Un contenu, donc l'information, qu'est-ce que je dois donner à mon patient? Elle doit porter sur l'état de santé de la personne, son évolution, description et le déroulement et l'organisation des investigations et des soins des actes envisagés, une information écrite sur le tarif des actes et le montant des honoraires. C'est une obligation absolue. C'est-à-dire là, on parle quand le médecin exerce dans le secteur privé, là, il est de notre devoir moral de donner une information, de donner ce qu'on appelle un devis écrit sur les honoraires, sur les tarifs des actes médicaux ou chirurgicaux et le montant de nos honoraires. Voilà à combien sera évoluée la prise en charge, bien sûr, avec une marge, de sécurité en cas de complications, etc. Mais ça normalement, l'information, elle doit comporter ces informations-là. Comment elle est la qualité, comment elle peut être cette information? Elle est exclusivement orale, c'est-à-dire en expliquant. Parfois, on est obligé, dans certains cas, de s'associer à un document écrit, c'est-à-dire on va donner un document. Ce document-là, le patient peut le prendre, consulter un autre professionnel de santé s'il a envie de savoir de quoi il s'agit. On n'a rien à cacher au fait. Cette information, bien sûr, elle doit être synthétique. Il ne faut pas rentrer trop dans le détail, parce que si on rentre trop dans le détail, en utilisant des termes techniques médicaux très spécialisés, donc là, le malade risque de ne rien comprendre. Et là, ce qu'on appelle couramment un mauvais éclairage de la consultation. Un mauvais éclairage de la consultation, ça veut dire quoi? Lorsque le patient vient voir son médecin traitant pour une pathologie et il attend des explications, des informations le concernant. Maintenant, déjà, le malade de base, c'est des personnes stressées, angoissées, déprimées, vu leur état de santé. Elles ont besoin d'être rassurées. Maintenant, si le médecin utilise des termes techniques, médicaux, compliqués, physiopathes, trop sophistiqués, le patient, il sort de la consultation plus stressé qu'au départ, angoissé, et il rentre chez lui, il n'a rien compris. Si on lui pose la question, l'entourage lui pose la question, qu'est-ce que le docteur vous a dit? T'as dit? Il dit, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas. Non. Donc ici, une information synthétique, c'est-à-dire on fait une synthèse
de façon hiérarchisée, ça veut dire ordonnée. Elle est compréhensible par la personne et personnalisée, c'est-à-dire on doit adapter notre façon, notre jargon par rapport à la personnalité du malade. Maintenant, il existe des alternatives possibles. Je propose aux patients un exemple. Par exemple, pour une lithiase biliaire, vésiculaire, je lui dis, voilà, il y a la cellio, il y a la voie chirurgicale, à ventre ouvert. Il y a des alternatives. Parfois, il y a des pathologies, on va dire, on va essayer le traitement médical. Si ça ne marche pas, on passe à la chirurgie, etc. Donc, je laisse le choix au patient de choisir. Bien sûr, le patient, mais bien, parfois il ne peut pas décider tout seul, mais on va l'aider, bien sûr, avec parfois des schémas, des documents, etc. Également, il faut présenter les bénéfices attendus des actes ou soins envisagés, puis leurs inconvénients et le risque éventuel. Là, c'est pour ça qu'on dit que le médecin doit donner une information loyale, claire, intelligible et compréhensible pour le patient. Loyal, c'est-à-dire je dois faire preuve de loyauté, je ne dois pas trahir la confiance de mon patient en lui cachant les inconvénients ou les risques éventuels. Donc, voilà les bénéfices, voilà les inconvénients de l'intervention ou de la chirurgie et les risques éventuels. On ne va pas aborder les risques exceptionnels, c'est rare. Donc, on ne va pas les aborder, on ne va pas parler de ça parce que parfois, c'est un cas sur 100 000 patients. Comment on doit donner cette information? L'information, comme on parle tout le temps du secret professionnel, normalement, avec un entretien, elle se déroule au cours d'un entretien individuel. Au cours d'un entretien individuel, c'est-à-dire dans un cadre de dialogue, oh, 10 minutes. Le patient donc un entretien avec son médecin. On peut utiliser des documents écrits. On peut utiliser des documents écrits. On peut demander que le patient soit accompagné d'une personne de confiance. L'information en cas d'intervention de plusieurs personnels de santé, quand il y a plusieurs intervenants, chacun informera le patient de son intervention, à quel niveau il doit intervenir. La charge de la preuve de la délivrance de l'information, elle incombe dans le secteur privé aux professionnels de santé, en l'occurrence le médecin. Est-ce que c'est à lui? C'est à lui d'apporter la preuve de l'information. Pour ce qui est du secteur public, c'est l'établissement. La traçabilité de l'information, donc il faut laisser toujours une trace. Il faut toujours laisser une trace de l'information dans le dossier médical. Je vais couper ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La traçabilité, donc dans le dossier médical. D'accord. Maintenant, pour ce qui est du consentement, on a dit que le consentement doit être réciproque. D'accord. Celui du praticien de santé, donc il peut refuser sous condition, attention, donc non-assistance à personne en danger. Si je décide de cesser mes soins à un patient, je dois m'assurer que le patient, qu'il est pris en charge par un autre confrère. Celui du patient, donc, il doit être éclairé par une information adéquate. En cas de mise en jeu de la responsabilité civile, la mise en jeu de la responsabilité civile,
on va parler de la faute médicale. La faute médicale, elle est définie comme un défaut de soins consciencieux, attentif et conforme aux données acquises de la science. La médecine, le médecin ne s'est pas engagé à guérir son patient, mais seulement à mettre en œuvre tous les moyens pour qu'il recouvre la santé. Quand on parle de notion de faute médicale, la faute médicale se retrouve dans l'accomplissement des actes médicaux et dans les interventions chirurgicales. Quand on parle de faute technique, la faute technique se décompose en plusieurs fautes. Vous avez la faute dans le choix de diagnostic, technique de diagnostic. Est-ce que vous avez utilisé la bonne technique pour arriver au bon diagnostic ou vous n'avez pas exploité les moyens nécessaires? Parce qu'en matière de responsabilité civile, on a une responsabilité de moyens et non de résultats. On ne nous demande pas de guérir le patient, mais néanmoins d'exploiter tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Maintenant, lorsqu'on choisit une mauvaise technique de diagnostic et qui peut être à l'origine d'un dommage, là, quand même, on peut parler d'une faute médicale. La faute à l'occasion du diagnostic est aussi sanctionnée. L'erreur de diagnostic, on peut se tromper dans le diagnostic, mais à savoir, certaines spécialités, ils ont une obligation, ce qu'on appelle de résultat. Deuxième faute, c'est la faute dans le choix thérapeutique. Cette faute, elle est qualifiée si la thérapeutique envisagée était justifiée, si elle ne découle pas du diagnostic et si elle ne respecte pas le principe de raison proportionnée. Le médecin doit s'interdire dans les investigations et les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Ça, c'est le code de déontologie. Le code de déontologie qui le dicte. La faute résultant d'un défaut d'information. L'information est un élément essentiel dans la relation de confiance. Elle est réciproque entre le médecin et son patient. L'information délivrée par le professionnel de santé au patient, elle est destinée à l'éclairer sur son état de santé. Et lui permettre, si nécessaire, de prendre en connaissance de cause des décisions le concernant. Il faut associer le malade à la décision médicale. Cette information permet notamment aux patients d'accepter ou de refuser les actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique. Maintenant, pour ce qui est du dommage ou du préjudice. Donc, quand on parle en matière de responsabilité civile de dommage ou de préjudice, donc le préjudice, ça peut être une atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Ça peut être, on peut parler d'une notion de perte de chance de survie ou de guérison. Et il peut s'agir, en cas de défaut d'information, d'une perte de chance d'avoir échappé à un risque qui s'est finalement réalisé. Il faut savoir que le dommage doit être actuel et certain. Il peut être futur dès qu'il est certain. Exemple, un problème, là, on va citer l'exemple du dommage, il peut être futur. Lorsque on prend l'exemple de je prends l'exemple. Qu'est-ce qui se passe ici? Je prends l'exemple lorsqu'on utilise des forceps pour l'extraction d'un enfant. Cet enfant, dans 10 ans, dans 9 ans, il peut développer un préjudice psychologique, un retard psychologique, psychomoteur, qui est en rapport avec une mauvaise manipulation de forceps. Donc, le médecin peut se voir rester en justice des années après parce que le dommage, il peut être futur.
Pour ce qui est du lien de causalité, le lien de causalité doit être établi et certain. Lorsqu'on va appeler les critères d'imputabilité, il faut que l'imputabilité soit, il y a des critères qu'il faut remplir pour parler des liens de causalité entre le dommage et la faute. La réparation, du préjudice, soit de soins médicaux, chirurgicaux ou de rééducation, l'argent compensant la perte de gain, l'argent compensant un déficit fonctionnel. Un mot sur la responsabilité administrative. Elle peut être engagée de différentes manières pour une faute simple commise par le personnel médical, pour une faute lourde dite faute médicale ou pour faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Là également, on peut parler un mot sur la faute détachable du service. La faute détachable du service, elle est commise par un médecin. Elle le rend civilement et pénalement responsable. On citera par exemple l'euthanasie, la non-assistance à personne en péril. Pour ce qui est de la responsabilité sans faute, dans certains cas, la responsabilité de l'hôpital pourrait être engagée même en l'absence de faute. 4 conditions doivent être remplies. Il faut savoir un dommage d'une extrême gravité, une réalisation d'un risque exceptionnel mais connu, un risque sans rapport avec les prédispositions du patient ou l'évolution prévisible de sa maladie, le patient n'a pas à apporter la preuve de la faute. Quand il s'agit d'une responsabilité de faute, l'exemple qu'on peut citer, l'exemple le plus fréquent, c'est les infections nosocomiales. Là,